Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo évidemment de et nouvelle. Vidéo pour redonner un petit peu certains éléments que certains d'entre vous qui sont peut-être fidèles de la chaîne depuis un certain nombre d'années savent que j'ai déjà abordé ces sujets-là. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs je vous remercie d'être des nouveaux abonnés. Je rappelle, cette chaîne est totalement gratuite, je ne suis pas du tout monnayé. Elle reste une chaîne très, comment dire, euh, confidentielle. Euh, Tout de suite, on va commencer par quelque chose que vous n'avez pas vu passer dans les médias. Je veux parler de ce rapport de l'Union européenne concernant le contrat Pfizer. Je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien du PDF en anglais. Peut-être que si vous allez sur le site de l'Union européenne, il existe un rapport en version française. Si j'ai le temps, si j'y pense, je vous le mettrai en version française. Et dans ce rapport, page 48, il y a quelque chose de très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que déjà en 2020-2021, nous étions déjà plusieurs à dire, à annoncer. Mais certains nous traitaient de complotistes, d'antivax, du fait de mettre en évidence cet aspect. C'est l'aspect de la responsabilité. On le savait, certains nous en avaient parlé, certains l'avaient rapporté, mais on les a traités, comme je vous le dis, d'antivax, de complotistes, etc. Mais aujourd'hui, le document, il est officiel. Et c'est bien écrit. Les États membres sont parfaitement informés que le produit qui sera mis à disposition, donc là on parle du produit Pfizer, est toujours au stade expérimental. Est toujours au stade expérimental. Ça veut dire que lorsqu'on vous disait attention, le vaccin est un vaccin expérimental qui n'est pas confirmé par les autorités ou par l'ensemble de la communauté médicale, scientifique, éthique, mais que on se planquait derrière l'argument euh, de la pandémie, de l'urgence sanitaire, pour inciter les gens à se vacciner. Les États membres sont donc par conséquent responsables du choix de chacun d'entre eux d'utiliser le produit en sachant que du fait qu'il soit expérimental, on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences de santé pour les personnes vaccinées. C'est-à-dire que là, officiellement, l'Union européenne, par ce document, avoue qu'ils ont pris la responsabilité d'injecter un produit qui n'avait pas subi tous les tests nécessaires, qui n'avait pas subi tous les essais indispensables à l'échelle de ce que j'appellerais le côté sensé de la chose, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise un traitement, c'est un traitement qui est validé par une communauté scientifique, et qui met en évidence la responsabilité des médecins, des spécialistes, de bien prévenir leurs patients que le produit, il y a des effets secondaires qui peuvent exister. D'où l'intérêt d'un diagnostic. D'où l'intérêt que finalement, le professeur Raoul, qui lui a été le premier à bien affirmer que il est scandaleux de vacciner des gens sans diagnostic. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les autorités sanitaires se sont planquées derrière l'aspect bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'ils ont estimé qu'on pouvait utiliser le produit pour vacciner une majorité de gens, au détriment d'une minorité peut-être de gens, à qui on va tout simplement leur imposer le sacrifice. C'est-à-dire qu'on a sacrifié des gens
qui auraient pu éviter aujourd'hui d'être dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui avec des effets secondaires permanents. Alors on parle évidemment des fameuses myocardites. Et du fait que, malheureusement, vous n'avez aucun recours. C'est-à-dire que même sous l'aveu de l'Union européenne qu'ils ont volontairement engagé la responsabilité de l'Union européenne à utiliser un produit qui n'était pas totalement, on va pas dire fiable, mais qui ne mettait pas en évidence les risques que pouvait engager sur le plan de la santé publique ce produit vis-à-vis d'un certain nombre de gens, et voilà. Alors évidemment, c'est un contrat. Donc les contrats engagent la responsabilité des acteurs. Et donc parmi les acteurs, l'Union européenne, qui elle a pris donc la responsabilité d'acheter et d'utiliser des produits dont le fabricant a bien spécifié dans le contrat que, attention, ce produit, il est fiable, mais il n'est fiable qu'à 30-40% parce que nous n'avons pas le temps de le tester complètement selon les protocoles d'usage. C'est-à-dire que les autorités, que ce soit l'Union européenne ou même la République, l'État français, ont pris la responsabilité d'utiliser ce produit en sachant pertinemment qu'il allait avoir des conséquences, des effets secondaires sur un certain nombre de gens. Et évidemment, aujourd'hui, force est de constater que ceux qui sur les plateaux de télé nous traitaient de connards, nous traitaient de complotistes, nous traitaient d'antivax, nous traitaient d'irresponsables, voire même vouloir nous identifier, nous interpeller et nous envoyer dans des camps de rééducation, force est de constater qu'aujourd'hui, on avait raison. Et c'est eux qui avaient tort. Et c'est eux qui ont voulu manipuler l'opinion. Alors certains se planqueront derrière l'argument, oui mais comprenez, face à la pandémie, on ne peut pas se permettre de prendre en considération les cas par cas sur 68 millions d'habitants, etc. Oui mais au moins, laissez la responsabilité de chacun de se faire vacciner ou pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que le vaccin protège individuellement des formes graves si vous chopez le Covid. Que vous avez des chances peut-être d'être asymptomatique comme symptomatique, mais au moins avec une forme légère. Mais qu'aujourd'hui, le vaccin n'empêche pas la contamination. Bingo. Autre point également que j'avais déjà abordé dans des précédentes vidéos, mais qui aujourd'hui, je pense, est un point très intéressant parce que ça permet peut-être de comprendre les interventions ou les intentions ou les positionnements d'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de la situation concernant le conflit israélo-palestinien. Alors oui, l'attaque israélienne sur le territoire de Gaza est complètement disproportionnée au moment où je vous parle. Mais souvenez-vous, depuis le 7 octobre, dans mes vidéos, je vous ai parlé de liquidation du territoire de Gaza, de la fameuse bande de Gaza. Liquidation, ça implique évidemment que les populations civiles, elles vont morfler. Soit elles vont être tuées par des bombardements, dommages collatéraux, soit ils s'en vont, exil, exode. Et c'est là que la question est assez intéressante parce que, vu le nombre de victimes, alors on est déjà à 7000 victimes, dont 3000 enfants, je crois, on est en droit de se poser la question, mais comment les Palestiniens peuvent-ils rester? Alors certains me diront, mais ils restent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas sortir. Alors certains me diront, oui, mais c'est le Hamas qui les oblige à rester. Je ne pense pas que le Hamas soit en suffisant nombre pour obliger plus d'1 million de gens de vouloir fuir la bande de Gaza. Certains me diront, oui, mais ils ne peuvent pas s'enfuir puisque la frontière avec l'Égypte a été fermée. On sait bien que les Égyptiens, ils sont conscients qu'ils n'ont pas envie de se récupérer tous les Palestiniens.
Ce qui d'ailleurs, au premier abord, pose quand même un postulat intéressant, c'est que finalement la solidarité musulmane entre les Égyptiens et les Palestiniens, je vais y revenir. Il ne reste plus que la communauté internationale. Mais alors, la communauté internationale, que ce soit les Américains, les Européens, qu'est-ce que vous branlez? Parce que, oui, je vous ai dit, il y a 2 porte-avions américains, il y a des navires hôpitaux américains, vous avez même la France qui va envoyer un porte-hélicoptère, etc. Mais évidemment, si la communauté internationale organise l'exil ou l'exode des Palestiniens de la bande de Gaza, ça veut dire que finalement, ils plient sous l'autorité de l'État d'Israël. Et finalement, Benjamin Netanyahou, il est le gagnant dans l'histoire. Donc en réalité, on est dans une impasse. Impasse géopolitique, mais aussi politique, puisque que ce soit les Américains ou que ce soit les Européens, aujourd'hui, on est en face d'une situation qui n'est pas tolérable. On ne peut pas laisser, même s'il y a eu un massacre le 7 octobre, même s'il y a des tensions, des risques d'attentats, de risques de terrorisme sur le territoire israélien de la part de groupes terroristes musulmans islamiques, ça ne justifie pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la bande de Gaza. Mais là où est le problème, c'est que la communauté internationale aujourd'hui, elle montre finalement son vrai visage. C'est-à-dire cette même communauté internationale qui a sauté toujours sur l'occasion de responsabiliser, de culpabiliser les Russes pendant la guerre en Ukraine. Alors évidemment, occultant de temps en temps ce que pouvait éventuellement faire l'armée ukrainienne vis-à-vis des populations russophones ukrainiennes, voire même soldats ukrainiens, russes, pardon. Là, oui, alors c'est pas bien, attention, Netanyahou, non, mais Biden, il est allé voir, hein, mais Biden, il a dit oui, mais bon, enfin, on vous soutient, on est derrière vous, hein, mais bon, vas-y mollo quand même. Oui, mais Benjamin Netanyahou, quand il voit que de toute façon à l'ONU, l'ONU là ne sert plus à rien. Là, les Russes ont posé un décret. Évidemment, la France, les pays, certains pays européens, les États-Unis, etc., ont voté contre. Là, il y a une autre mention, un autre décret qui a été déposé. La Russie et la Chine ont déposé leur veto, etc. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que l'Occident essaie de défausser l'État d'Israël de ses responsabilités vis-à-vis de la bande de Gaza. Le monde arabe, aujourd'hui la Russie a plus d'accointances, d'alliances dans certains pays arabes qu'avec Israël. Encore moins avec les pays occidentaux maintenant, puisque... Hein. Reste la Chine. Et la Chine, elle se dit, moi, sincèrement, que la bande de Gaza ou les Palestiniens soient massacrés, qu'il y ait un génocide, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Mais si j'ai l'occasion de pouvoir y mettre mon grain de sel, si j'ai l'occasion et l'opportunité d'y mettre un cessez-le-feu et d'amener à la table des négociations les représentants palestiniens et israéliens, je joue une carte majeure qui va renvoyer l'Occident, est-ce que je pourrais dire à l'âge de pierre de la diplomatie? Pour ça que, quand je vous dis l'Iran a peut-être bien joué son jeu avec ses alliances, là-dessus on peut en discuter, hein. Bien, force est de constater que finalement l'Iran non seulement est gagnant parce que lui va jouer sa carte du chiisme au Proche et Moyen-Orient en soutien du peuple palestinien. Donc nous soutenons et nous voulons protéger nos frères musulmans palestiniens, mais mettre en face de leurs responsabilités d'autres pays arabes du Moyen et Proche-Orient qui pour l'instant sont assez timides, voire même ont été très timides par le passé à soutenir leurs frères palestiniens. Pourquoi? Parce que eux, c'est ça qui les intéresse. Essayer de sauver un peuple qui n'a ni économie, ni souveraineté, ça ne les intéresse pas.
Alors l'idée que ce soit des musulmans, que ce soit un pays islamique ou des... Vous savez, que ce soit chez les chrétiens, où on a bien vu que pendant des siècles, il y a eu des guerres de religion entre catholiques, protestants, qu'on voit bien que chez les juifs aujourd'hui, il y a toujours quelques différends entre les orthodoxes et les laïcs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes aussi chez les musulmans au sein même du chiisme et du sunnisme? Alors, je remets tout ça un petit peu dans le contexte, pour vous amener à cette réflexion dont je vous avais déjà parlé par le passé, de ce fantasme. Ce fantasme de 3, voire 4 communautés. Le premier fantasme, c'est évidemment celui des nationalistes d'extrême droite, sionistes, israéliens. C'est la construction du Grand Israël. Jusqu'à même, sur les réseaux sociaux, des gens qui vous montrent cette carte, en disant, voilà, on veut retrouver notre pays, etc. Cette carte, elle est complètement bidon, puisque si on connaît un tant soit peu l'histoire du peuple juif, non, il y a 4000 ans, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette terre-là. Mais c'est ce qu'aspire l'ultrasionisme, la construction du Grand Israël, qui inclurait donc le Liban, une partie de la Syrie, voire de l'Irak, jusqu'à une partie du nord de l'Arabie Saoudite, jusqu'en Égypte, c'est-à-dire la frontière du Nil. La deuxième communauté, c'est évidemment le Grand Califat. Et c'est là qu'il y a en réalité deux acteurs. Deux acteurs qui s'opposent dans cette volonté, dans cette aspiration, dans cette ambition de construire le grand califat du Proche et Moyen-Orient. Je veux parler évidemment du sunnisme, représenté par les salafistes saoudiens, sauf que dans ce projet-là, c'est très difficile pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon avec leurs voisins, que ce soit les Qataris, les Émirats et les Koweïtiens. Et puis il y a le grand califat chiite, où là par contre l'Iran a déjà une bonne position, puisque le fameux croissant chiite, qui va du Liban jusqu'au Yémen, en passant par la Syrie, ce qui était l'Irak. On se souvient, Saddam Hussein, qu'on a dégagé, on a installé la démocratie, première élection présidentielle, qui passe au pouvoir? Le parti chiite. Vous pouvez bien imaginer qu'à l'époque, les Israéliens et les Saoudiens, ils ont commencé à appeler Washington en disant « les gars, vous déconnez là? Vous étiez censé apporter la démocratie, maîtriser, même à la limite installer comme en Afghanistan un État fantoche, et du coup, vous laissez s'organiser des élections. Alors évidemment, c'est la démocratie. Sauf que c'est le parti chiite qui l'avait emporté à l'époque. Vous comprendrez pourquoi par la suite, comme par hasard, s'est développé l'État islamique au sud de l'Irak et de la Syrie. Puisque évidemment, à l'occasion des printemps arabes, on a voulu dégager Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, qui je rappelle, est un alawite d'une branche dissidente chiite. Bah oui, la géopolitique, c'est ça, c'est les influences. C'est les partis pris, c'est les manipulations, c'est insidieusement, directement ou indirectement, essayer d'influer dans les paysages économiques, politiques, religieux de certaines régions, a son intérêt, évidemment. Et puis, alors le troisième acteur, puisque dans le deuxième, j'inclus donc les sunnites et les chiites, eh bien, vous avez celui qui est en train de mettre son grain de sel un petit peu dans l'affaire. Je veux parler d'Erdogan. Erdogan qui lui aussi a un fantasme, celui de reconstruire le grand califat ottoman. Donc vous comprenez bien maintenant, en prenant ce qui s'est passé par le passé et ce qui est en train de se passer maintenant, que là, ce sont les exacerbations d'une minorité finalement d'individus, mais qui sont dans ce fantasme de se dire nous voulons éliminer l'ennemi, nous voulons éliminer ceux qui veulent notre destruction, ceux qui veulent notre génocide, notre disparition de la région. Et bien à partir du moment où vous comprenez ces fantasmes, que vous comprenez ces projets, que vous comprenez ces ambitions,
eh bien peut-être que tout d'un coup, vous commencez à comprendre que la solution est indémerdable. Et au milieu de tout ça, évidemment, pourquoi l'Occident est aussi frileux à condamner Israël? Tout simplement parce que Israël, même si aux États-Unis, comme je vous l'avais expliqué, le sionisme américain est un peu particulier parce que c'est un sionisme américain, mais en Europe, le sionisme européen est peut-être le plus dangereux. Parce que c'est lui qui actuellement est en train de jouer d'influence. C'est lui qui réussit aujourd'hui en France à mettre une opposition à toutes les manifestations pro-palestiniennes. La majorité d'entre elles sont peut-être de bonnes intentions humanistes, mais vous le savez, même si vous avez sur 100 personnes qui manifestent pour inciter la responsabilisation et l'autorité française et la République vis-à-vis du peuple palestinien qui est en train de se faire massacrer par l'État d'Israël, je dis bien l'État d'Israël, puisque même des Juifs aujourd'hui sont en train de manifester à Tel Aviv contre l'État de Netanyahou. Le problème, c'est que tout est une question de proportionnalité. Qui est pour, qui est contre, qui est dans la neutralité, qui est pour la raison gardée. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, on veut pousser les gens à prendre parti, à prendre position, pour un camp ou un autre. Et pour ce qui concerne la France, même si aujourd'hui les médias focalisent sur tous ces gens qui manifestent pour la Palestine, si en France on est conscient que les droits de l'homme, ça pose problème, la République française, elle, de toute façon, est pieds et poings liés. Pieds et poings liés par son devoir de mémoire, son devoir de soutien à l'État d'Israël. Aux États-Unis, c'est un peu différent, comme je vous l'ai dit. Le sionisme américain est un peu plus particulier, il est beaucoup plus américanisé qu'européanisé, donc il est plus prudent. Même si vous voyez des images de manifestations dans des grandes villes comme New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Miami, Minneapolis, Détroit, puisque Détroit est quand même l'endroit où il y a la plus grande et forte communauté musulmane, même si à Détroit, pour l'instant, c'est assez timide. Finalement, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur la solidarité arabe. Il y a de quoi débattre, parce que ça pose un problème aussi. Mais d'une manière générale, les Américains, ils en ont rien à cirer. Je dirais même qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont conscients qu'il existe aux États-Unis un lobby juif. Mais les Américains, ils ont 2 océans entre vous et nous. Tant qu'ils ont les dollars, tant qu'ils peuvent consommer, tant qu'ils peuvent regarder leurs matchs le week-end, tant qu'ils peuvent regarder des films, tant qu'ils peuvent se divertir tout en travaillant et en étant endettés, le reste, ils s'en branlent. Ils sont conscients, mais tant que ça ne les touche pas, tant qu'il n'y a pas de répercussions, tant qu'il n'y a pas de conséquences, c'est comme la guerre en Ukraine, c'est pareil. On a essayé de dissuader les Américains par leur sensibilité, l'hypersensibilité, que c'est le peuple ukrainien qui souffre. Oui, alors ils soutiennent l'Ukraine. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Les enjeux économiques, sociopolitiques, géopolitiques, même la culture, l'histoire, tout ça, ça les dépasse. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Alors oui, il y a des jeunes étudiants aujourd'hui dans certaines grandes universités qui ont peur que le fait de laisser par le progressisme maladif des groupes soutenir la Palestine et faire parfois confusion entre Palestine et Hamas, ces jeunes Américains juifs, de la communauté juive, ils ont peur. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'empires financiers qui sont sous influence et lobby juif. Donc là aussi, ça explique pourquoi les États-Unis ne se mettront jamais en porte-à-faux contre l'État d'Israël. Et que même à la limite, si l'État d'Israël décide de faire un génocide et de faire disparaître, de liquider la bande de Gaza, ne vous inquiétez pas, les États-Unis trouveront de bons prétextes pour condamner d'un côté, mais ne rien faire de l'autre. Et par contre, eux ne prendront pas les Palestiniens chez eux.
ils feront en sorte de soutenir et d'inciter l'Union européenne de prendre la majeure partie de l'exil des Palestiniens. Ce que je vous dis là, c'est mon analyse, c'est mon opinion. Après, ce que je viens de vous dire là, peut-être tout va s'effondrer par d'autres faits, d'autres éléments qui vont survenir, qui vont intervenir dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais à l'heure actuelle, vu l'immobilisme, vu le regard détourné de la communauté internationale, j'ai envie de dire, si j'étais palestinien, moi je ferais tout ce qui est en mon possible pour mettre à l'abri ma famille et quitter la bande de Gaza. Parce que de toute façon, ce ne sont ni les Américains ni les Européens qui viendront mettre le doigt dans l'engrenage que vient de lancer Ben Netanyahou. Ou alors, peut-être que la solution, ce serait que Netanyahou soit dégagé intérieurement de l'État d'Israël par le peuple juif lui-même. Ce qui n'est pas totalement anodin, puisque si jamais les résultats d'enquête prouvent que l'attaque du Hamas du 7 octobre a finalement été plus ou moins motivée ou laissée faire par l'autorité israélienne, là, dans ce cas-là, en effet, les alliances vont exploser et Netanyahou sera obligé de démissionner. Donc, affaire à suivre. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Oui, attendez, ne partez pas. Ne partez pas parce que je savais bien que j'avais un autre truc à vous dire. Je vais vous mettre le lien en description. Mais attendez-vous une mauvaise surprise peut-être dans, je ne sais pas, peut-être dans les mois qui viennent, peut-être dans les 2-3 ans à venir. Je veux parler de l'Union européenne. L'Union européenne qui a l'intention de réformer sa constitution. Enfin, il y a un projet qui a été validé par le Parlement européen pour lancer une procédure d'étude pour une réforme de la Constitution, donc du fameux traité de Lisbonne, afin de changer le statut de la Commission européenne et d'en faire en fait une sorte d'entité exécutive. Mais attention, entité exécutive en lien avec le Parlement, ce qui veut dire que l'Union européenne a l'intention de se doter d'un pouvoir sur les États membres pour pouvoir légiférer et donc passer au-dessus de la souveraineté des États. Mais attention, très subtil. C'est-à-dire qu'ils mettent en collusion l'exécutif, donc ex-Commission européenne, avec le Parlement. Avec un dispositif de référendum. Oui, parce que, évidemment, si on veut respecter la démocratie, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des outils qui permettent au peuple de garder une certaine souveraineté, de dire oui ou non, d'accord, pas d'accord. Sauf que ce processus de référendum, donc référendum sur l'ensemble des pays européens, sera mis en place à partir du moment où on estimera que des sujets le méritent. C'est-à-dire que qui va décider à un moment donné qu'un sujet doit être mis aux voix des peuples européens ou pas? C'est-à-dire qu'on mettra en place des outils démocratiques, c'est-à-dire qu'on va renforcer la démocratie européenne, mais en réalité, si ce renforcement est écrit sur le papier, ça ne veut pas dire qu'il sera obligatoire. C'est-à-dire qu'il dépendra de la décision des États de mettre au vote des peuples certaines décisions, ou certains choix, ou certaines orientations de l'Union européenne. Et comme, en règle générale, le Parlement européen se dote d'une majorité de gens très européistes, très dans la volonté de construire un État supranational, eh bien vous aurez, comme en France, des outils qui permettent la consultation du peuple sur des sujets de notoriété publique, des sujets importants, mais dont depuis 2005, aucun président n'a fait usage, préférant passer par un subterfuge,
par un autre outil parallèle qui est de tout simplement consulter le Parlement, puisque le Parlement est la représentation du peuple. Sauf que si vous faites en sorte que vous ayez une majorité de gens qui sont des traîtres à la nation, et bien finalement, si en effet on se défendra, mais les outils démocratiques où nous les avons, oui mais le problème, ce qu'on vous reproche, c'est que vous ne vous en servez pas. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas ces outils démocratiques qui permettent au peuple de pouvoir s'exprimer directement, parce que vous savez que forcément certains sujets, quasiment tous les peuples européens les refuseront. Alors, je rappelle, c'est juste un projet qui a déjà des écueils, puisqu'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne ne sont pas d'accord avec cette idée, ne sont pas d'accord avec le principe de modifier le statut de la Commission européenne pour en faire finalement un État non élu, mais élu indirectement, puisque ce sera un État qui sera élu par le Parlement. Mais comme je vous l'ai dit, si vous faites en sorte dans un processus, dans un rouage, de toujours mettre en place une majorité de gens qui seront en collusion et qui seront des traîtres à l'intérêt, à la souveraineté des peuples, finalement, vous pourrez toujours vous planquer derrière la démocratie. Si la démocratie, les outils, les gens pour qui vous votez ne s'en servent pas au moment où ils sont censés s'en servir, parce que, enfin, vous connaissez la chanson. Je vous mets le lien, lisez-le, vous verrez, c'est très intéressant. Parce que si jamais ils réussissent à faire ça, bah c'est la fin de votre souveraineté. Et finalement, l'État-nation et la République ne seront que des apparats pour faire croire à des démocraties, alors qu'en réalité, tout sera décidé par l'Union européenne. Sur ce, cette fois-ci, c'est la bonne. Portez-vous bien et à la prochaine.